Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio KPMG et de Rêve FM pour la première émission de Café et chocolat en ce jeudi 6 mai 2021. Au micro, Marie Messager et Hélène Modicom. Bonjour Marie. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Cela fait désormais 1 an que nous menons ce projet ensemble pour mettre le monde de l'entreprise et celui de l'éducation sur la même longueur d'onde. Nous sommes donc ravis de lancer cette émission aujourd'hui à un moment aussi crucial pour la culture et l'information. À qui s'adresse cette émission, Marie ? Dans Café et chocolat, nous nous adressons, Hélène, à la fois aux professionnels et aux étudiants. Nous nous adressons à tous ceux qui aiment apprendre, s'informer, découvrir et s'ouvrir à des sujets qu'ils ne connaissent pas forcément, ce qui est essentiel aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans Café et chocolat, chaque mois, nous aborderons un sujet de société. Et pour en débattre, nous recevrons un ou plusieurs invités issus du monde de l'entreprise ou de l'éducation. La culture sera aussi à l'honneur dans Café et chocolat. À chaque édition, nous présenterons notre coup de cœur culturel. Un film, un livre, une chanson, une exposition ou une œuvre, car nous croyons qu'il est essentiel de s'ouvrir à la culture et de la faire vivre en ces temps incertains. C'est un nouveau rendez-vous radiophonique à créer, tous ensemble, et chers auditeurs, vous y êtes conviés. Aujourd'hui, au programme de cette première édition, tout d'abord l'édito d'Axel Rebaudière, le directeur général de KPMG France, en charge notamment des talents. Ensuite, une longue interview de Vincenzo Vinzi, directeur général du groupe ESSEC. Et enfin, notre premier coup de cœur culturel, présenté en 90 secondes. Voilà, vous avez le programme de Café au chocolat. C'est parti pour cette première édition. L'édito. Je suis très heureux d'inaugurer cette première édition de Café et chocolat en partenariat avec Rêve FM, la radio étudiante de l'ESSEC. Nous partageons en effet beaucoup de choses avec l'ESSEC au travers des générations d'étudiants qui depuis plusieurs décennies s'engagent à nos côtés, pendant leur scolarité ou à la sortie de l'école. Nous avons également en commun d'être toutes deux des entreprises centenaires ou proches de l'être. L'ESSEC a été créée en 1907, KPMG France en 1922. Ensuite, d'avoir défini une raison d'être qui sous-tend notre stratégie et nos actions au quotidien. Pour l'ESSEC, celle de donner du sens au leadership de demain. Pour KPMG France, d'être un acteur de confiance, passionné et humainement responsable, et ensemble, de faire émerger et grandir les leaders de demain. Histoire, humanisme, création d'un futur désirable, ce sont de beaux points communs, n'est-ce pas ? Sans parler des très nombreux alumni ESSEC qui travaillent actuellement chez KPMG. Alors pourquoi donnons-nous autant d'importance à la relation qui nous unit aux grandes écoles et aux universités ? C'est avant tout parce qu'attirer les meilleurs talents conditionne notre capacité à innover et à faire grandir notre cabinet. C'est en effet à l'intersection de la technologie, des compétences métiers, sectorielles et surtout humaines que s'inventent nos services de demain et que se façonnent les parcours de nos professionnels. Depuis sa création, KPMG est une entreprise en mouvement. La moitié des métiers que nous exerçons aujourd'hui n'existaient pas ou étaient balbutiants il y a 20 ans. Chaque année, de nouvelles offres sont créées. En plus de nos métiers traditionnels de l'audit et de l'expertise comptable, nous accompagnons aujourd'hui les entreprises dans leurs acquisitions, leurs cessions, dans la gestion des risques cyber, par exemple, dans leur transformation, dans la mise en place de nouvelles chaînes d'approvisionnement ou encore dans l'adoption du statut d'entreprise à mission. Quelques exemples parmi bien d'autres métiers exaltants que nous exerçons. Autant d'opportunités pour les jeunes diplômés d'intégrer une entreprise qui peut offrir une carrière riche et porteuse de sens. J'ai rapidement évoqué notre métier de l'audit en le qualifiant improprement de traditionnel. Ce métier s'est en effet largement réinventé ces dernières années avec l'arrivée des technologies issues de l'intelligence artificielle ou des data. Grâce à elles, les auditeurs financiers sont aujourd'hui plus précis, plus pertinents et plus exhaustifs dans leurs travaux. Mais surtout, ils peuvent consacrer plus de temps à ce qui fait l'intérêt et la beauté de ce métier, la relation client, la compréhension des risques auxquels sont confrontées les entreprises et les recommandations pour mieux les gérer. J'ai évoqué la place grandissante de la technologie. Attention, ces technologies ne sont pas une finalité, mais un moyen pour améliorer la qualité de nos services. L'humain reste au cœur de nos métiers. Et au-delà, nous croyons à l'importance du lien entre humain et technologie pour améliorer le monde dans lequel nous vivons. Protection de la planète, lutte contre les inégalités ou pour une société plus inclusive. Tout ce que je viens d'évoquer permet de dresser le tableau des qualités attendues du professionnel KPMG, mais aussi plus largement du dirigeant de demain.
En effet, KPMG est non seulement une entreprise dans laquelle certains jeunes diplômés peuvent effectuer leur carrière, se projeter, mais c'est aussi un tremplin pour de nombreux futurs dirigeants. Les qualités attendues donc. D'abord, la capacité d'écoute pour comprendre les besoins de nos clients, les envies de nos équipes. Le sens du collectif, car la réussite de nos missions passe par le partage des points de vue et des savoirs. L'énergie pour entraîner les équipes, dépasser les difficultés. La prise de recul pour donner du sens au travail effectué. Le sens critique, la curiosité, la créativité même pour imaginer des solutions nouvelles. J'ajouterai qu'avec la crise sanitaire, certaines qualités, voire des valeurs essentielles ont émergé. Le courage d'abord, pour faire face aux difficultés et les surmonter, pour expliquer nos positions à nos clients. La culture, même si cela peut paraître plus inattendu, est déterminante dans un moment inédit où il faut penser autrement, inventer de nouvelles façons de travailler, imaginer de nouveaux modèles, repenser notre rapport à l'économie, à l'environnement. Le goût pour la littérature, la philosophie, la musique, la science, l'économie sont des sources dans lesquelles nous puiserons cette capacité à créer collectivement un futur désirable. Ce sont aussi des gages d'équilibre personnel. Alors à propos de la culture, je me permets d'adresser ici un message aux grandes écoles. Vous avez une chance extraordinaire, celle d'avoir en votre sein des étudiants d'un niveau académique hors du commun. Vous devez poursuivre, approfondir l'enseignement des humanités en parallèle des matières classiques. Vincenzo Vinzi sera certainement d'accord avec moi, même si je sais que l'ESSEC y prête déjà une grande attention. Je dirais enfin un mot sur la parité. Nous sommes très fiers chez KPMG d'avoir une femme comme présidente de notre cabinet. C'est une première pour les Big Four en France. Une première victoire dans un combat plus grand, celui pour plus de diversité au sens large. L'interview. Poursuivons cette émission avec vous, Vincenzo Vinzi, de nationalité italienne et française. Vous êtes diplômé d'un lycée américain en 1988, puis du lycée scientifique de Naples en 1989, avec les notes maximales. Vous êtes titulaire d'un master en économie et gestion d'entreprise et également d'un doctorat en statistique et informatique. Jusqu'en 2007, vous enseignez à l'université de Naples. Vous êtes invité régulièrement comme conférencier dans de nombreuses universités en Europe, aux États-Unis et en Asie. En 2002, dans le cadre d'un échange, vous entrez à l'ESSEC et vous en devenez ensuite professeur de statistique. Vous en êtes élu doyen des professeurs en 2011. Enfin, après l'entrée au gouvernement de votre prédécesseur, Jean-Michel Blanquer, en 2017, en tant que ministre de l'Éducation nationale, vous êtes nommé directeur général du groupe ESSEC, un poste que vous occupez toujours aujourd'hui. Bonjour Vincenzo Vinzi. Bonjour Hélène. Tout d'abord, un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le premier invité de cette émission Café et Chocolat, une nouvelle émission que nous avons le plaisir de lancer en partenariat avec Rêve FM, la radio étudiante de l'ESSEC. Je commencerai cet entretien en vous demandant de nous faire une présentation rapide du groupe ESSEC. Avec plaisir. L'ESSEC a été fondé en 1907 et est un acteur majeur de l'enseignement de la gestion sur la scène mondiale qui détient la triple couronne en ayant les accréditations EQUIS, SSB et AMBA. Je rappelle que nous sommes une association loi naissant à but non lucratif avec une qualification ESPIG, établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Pour vous partager juste rapidement quelques chiffres, aujourd'hui nous avons un peu plus que 7000 étudiants en formation initiale, un peu plus que 5000 participants en formation continue sur 4 campus physiques, 2 en France, à Cergy à la Défense, un campus à Singapour, c'est ESSEC Asie-Pacifique, et un campus au Maroc, à Rabat, c'est ESSEC Afrique. Et depuis 2019, nous avons aussi un 5e campus, notre campus numérique augmenté, accessible à toute la communauté et qui permet de suivre des programmes entiers en distanciel. Bien évidemment, nous avons un large programme de programmes, des liens très très forts avec le monde économique, avec plus de 500 entreprises partenaires et un réseau de plus de 62 000 diplômés. Et pour finir, un corps professoral très international, composé d'environ 150 professeurs permanents en France et à Singapour, des professeurs très reconnus pour la qualité et l'influence de leur recherche, tant dans le monde académique, dans le corps professoral et dans le monde professionnel, ce qui montre que l'ESSEC perpétue une tradition d'excellence académique, mais aussi qui cultive un esprit d'ouverture au service des activités
économique, social et de l'innovation. Voici en quelques mots l'ESSEC d'aujourd'hui. Comment voyez-vous justement le rôle et la responsabilité d'une grande école de commerce en 2021, ou pour reprendre les termes de la loi Pacte, une loi parue en 2019, quelle est la raison d'être d'un groupe comme l'ESSEC? Un sujet d'ailleurs qu'Axel Rebaudière vient d'aborder rapidement dans sa chronique. Oui, c'est une question extrêmement importante et pertinente aujourd'hui. À l'ESSEC, nous avons une raison d'être très clairement définie, donner du sens au leadership de demain. Lorsque j'ai pris les rênes de l'école, comme vous le rappelez, en fin 2017, l'un de mes premiers sujets, avant même de travailler sur la stratégie, a été de définir cette raison d'être. Et en effet, pour moi, il n'y a pas de stratégie viable s'il n'y a pas de raison d'être partagée entre tous les membres d'une communauté. Et cette raison d'être, elle s'appuie sur notre histoire, démarrée en 1907, sur nos valeurs, l'humanisme, l'innovation, la responsabilité, l'ouverture, l'esprit pionnier, et sur une vision et une ambition pour l'avenir, celle que les leaders que nous formons à l'ESSEC doivent être responsables et inclusifs pour être porteurs du changement positif dans la société, créateurs de valeurs économiques et sociales et engagés pour le bien commun. Et donc, sur la base de cette raison d'être, nous avons ensuite travaillé à définir notre stratégie, baptisée RISE, qui a pour objectif de faire de l'ESSEC l'école de référence pour accompagner et influencer positivement la manière de répondre aux grandes questions qui agitent les entreprises, mais aussi bien les organisations et plus généralement la société. Bien évidemment, cela passe par la formation des leaders de demain, par la recherche et donc la création de nouveaux savoirs et de nouveaux modèles économiques, managériaux, organisationnels, et l'accompagnement et le soutien des entreprises et des organisations. Donc, les trois activités qui sont au cœur de notre mission de Business School. Cette Business School, comme vous dites, a dû s'adapter depuis plus d'1 an à cette pandémie, une pandémie qui a bouleversé nos vies avec des confinements successifs. Comment le groupe ESSEC s'est-il adapté à cette crise? Tout d'abord, laissez-moi vous dire que la gestion de cette crise est un vrai défi, un défi majeur pour une institution comme l'ESSEC. Malgré la pandémie, il faut absolument continuer à assurer notre mission fondamentale, celle de former les leaders de demain. Chaque jour, en temps normal, nous accueillons des centaines, voire des milliers d'étudiants et de participants en formation continue sur nos campus, dans des salles de classe, des amphithéâtres. Parfois, ils peuvent être jusqu'à 400 réunis dans la même salle dans notre grand amphithéâtre à Cergy. Et comme pour tous les lieux qui accueillent le public, l'ESSEC doit repenser sa manière de fonctionner tout en s'adaptant continuellement au gré de l'évolution des mesures sanitaires prises sur 3 continents différents, en Europe, en Afrique et en Asie. C'est un travail de coordination complexe et important, rendu bien évidemment possible par l'engagement et l'esprit d'adaptation de toutes nos équipes. Alors, d'abord, il a fallu s'adapter aux différents confinements sur l'ensemble de nos campus en digitalisant les enseignements. Les équipes de l'école disposaient déjà, fort heureusement, d'une expérience forte dans ce type d'enseignement. L'ESSEC a ainsi déjà produit ces dernières années plus d'une quarantaine de MOOC et de SPOC, donc tous les cours en ligne, grâce aux professeurs, mais aussi aux ingénieurs pédagogiques et aux infrastructures disponibles sur le campus. Et par ailleurs, les créations en 2019 du 5e campus de l'ESSEC, le campus numérique augmenté, et du DEC, la classe virtuelle de l'ESSEC, sont venus renforcer cette expertise dans l'enseignement digital à distance. Et il a fallu désormais développer ces bonnes pratiques à une échelle beaucoup plus importante. Et puis, il a fallu bien évidemment apprendre à vivre avec le virus, comme l'évoque souvent le gouvernement en France. Il était fondamental pour nous que les étudiants puissent continuer à venir sur le campus dans la mesure du possible, mais en toute sécurité. Et c'est pourquoi nous avons opté pour le dual teaching très rapidement, avec un investissement d'environ 2,5 millions d'euros pour équiper toutes nos salles de cours en visioconférence sur tous nos campus. Et cette solution permet d'alterner présentiel et distanciel et de diminuer le nombre d'étudiants présents en même temps sur le campus pour respecter une jauge maximale. Nous avons également, bien évidemment, une cellule COVID sur le campus de Cergy qui répond aux sollicitations des étudiants et des salariés, gère les mises en isolement, l'identification des cas contacts et travaille en relation avec l'Agence régionale de santé du Val d'Oise. Et enfin, depuis février, les étudiants et les staffs ont la possibilité de se faire dépister directement sur le campus.
Et un mot sur le dual teaching, couplé à ces investissements importants dans la sécurité sanitaire, nous a permis de maintenir le lien avec les étudiants et les participants en formation continue. C'est une chose extrêmement importante en plus de la continuité pédagogique. Et je remercie bien évidemment toutes les équipes de l'école parce qu'on a réussi à garder, si vous voulez, l'expérience ESSEC, qui soit toujours une expérience d'excellence et unique, mais ce qui est très important, aussi une expérience humaine, et nous relevons ce défi vraiment tous ensemble à l'ESSEC. Quelle est votre vision de l'enseignement après le Covid-19 ? Est-ce que les cours en ligne ont vocation à prendre définitivement une part importante dans la transmission des connaissances, Vincenzo Vinzi ? Il est évident que cette période inédite nous permet de nous interroger sur nos pratiques et nous permet de penser à de nouveaux modèles d'enseignement, d'expérimenter des choses, de réfléchir à nos activités et à la façon dont l'ESSEC peut évoluer dans les prochaines années. Je dis toujours qu'on n'a jamais autant innové, avancé, accéléré les choses que pendant les 12 derniers mois. Avant tout, je suis absolument persuadé que l'enseignement digital ne peut se substituer entièrement à celui en présentiel. L'expérience ESSEC subit avant tout sur nos campus, avec tous les outils qu'ils offrent, et l'interaction directe avec notre corps professoral est primordiale, ainsi que l'interaction entre les étudiants. En revanche, je suis convaincu que le digital et le présentiel peuvent être parfaitement complémentaires. L'expérience de notre campus numérique augmenté que nous avons lancé en 2019 le démontre parfaitement. D'ailleurs, nous développons toute une offre de programmes 100% en ligne pour la formation continue, donc pour les cadres dirigeants. Et la mise à disposition de contenus asynchrones comme des vidéos, des podcasts, permet aux étudiants et participants en formation continue de préparer des sessions présentielles plus fortes, plus interactives, plus efficaces avec les professeurs, par exemple. La technologie, pour moi, n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen de constamment renforcer la qualité de l'enseignement dispensé à l'ESSEC. Et cela doit être un outil au service de notre mission. C'est pour cela, d'ailleurs, que dans le cadre du projet Campus 2023, nous allons transformer notre campus de Cergy, le campus physique à Cergy, où on est depuis 1973, et construire un Center for Creative Learning qui est innovant. Les salles dans ce centre seront évolutives, modulables, pour permettre une pédagogie dans l'apprentissage basé sur les projets, de l'apprentissage actif, qui combine ainsi le meilleur du digital et du présentiel, le meilleur de deux mondes, si j'ose dire. La vie en général et la vie étudiante en particulier s'est dégradée dans toutes les universités et les écoles depuis plus d'un an, avec une activité associative réduite, avec un accès aux infrastructures de l'école restreint. Pourtant, les coûts de scolarité n'ont pas baissé à l'ESSEC, ni dans d'autres écoles de commerce ou d'ingénieurs. Oui, à l'ESSEC, nous ne concevons pas le digital comme une façon de faire des économies, car cela voudrait dire faire de la moindre qualité. Or, notre standard à l'ESSEC, c'est l'excellence, et cela a un coût tout aussi important qu'en présentiel. Et un point important à rappeler par rapport à votre question, c'est aussi que les coûts de scolarité soutenus par l'école pour former nos étudiants ne sont pas la même chose que les frais de scolarité payés pour ces formations. Je m'explique. Les frais de scolarité sont en effet inférieurs au coût réel de la scolarité pour l'école. Comme je vous le disais, depuis un an, nous avons également investi massivement pour assurer la continuité pédagogique, puisque 100% des heures de cours prévues ont eu lieu sans faire de compromis sur la qualité. Et en plus de cela, le campus est resté ouvert durant toute la période et l'essentiel des services a été assuré. Nous n'avons donc pas fait d'économie sur la période. Et comme nous sommes une institution à but non lucratif, nous n'avons pas fait de profit éventuellement sur le dos des étudiants. Et en plus des investissements dans la technologie et notamment dans le digital dont je vous ai parlé, bien évidemment, il y a eu aussi des investissements conséquents sur le capital humain. On parle beaucoup d'une génération sacrifiée, d'une jeunesse sacrifiée même. On évoque aussi une grande précarité de cette jeunesse avec la suppression des jobs étudiants. Quel est votre avis sur ces sujets de manière générale, au-delà de la situation des étudiants de l'ESSEC qui n'est peut-être pas représentative? Il est peut-être trop tôt pour parler d'une génération sacrifiée et j'espère qu'elle ne sera pas.
Ce que nous constatons chez nous est surtout une mobilisation très forte en faveur à la fois des étudiants. Pour vous partager quelques exemples, je pense notamment à la plateforme Digital Campus Live Project qui était lancée par le BDE Malibu, qui était un espace où les étudiants pouvaient partager leurs compétences, l'engagement d'étudiants de Global BBA auprès de la Croix-Rouge, etc., mais aussi l'engagement d'alumni pour fournir du matériel sanitaire. Concernant la question de la précarité, nous avons aussi des étudiants qui sont malheureusement impactés. Nous avons 22% de boursiers à l'ESSEC et certains ont besoin de jobs étudiants. Dans cette période, nous avons donc organisé la distribution de boîtes alimentaires pour les étudiants qui seraient le plus dans le besoin, ainsi que des fonds de solidarité qui ont été établis de manière spécifique pendant cette période. Du coup, vous voyez bien que nous avons une communauté très mobilisée pour aider ceux qui seraient dans le besoin. Il y a une dizaine d'années, de nombreux étudiants souhaitaient travailler au sein d'ONG. C'était une sorte de vague humanitaire. Leurs aspirations ont-elles changé 10 ans après? Quelle est la vague actuelle, si je puis dire? J'aime bien votre question parce que ça permet de dire que ce que recherchent les étudiants aujourd'hui, c'est du sens. Ils ont conscience des problématiques environnementales, sociales et cherchent à être vecteurs de changement sur ces questions. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils ne veulent travailler que dans les ONG. Les grands groupes, les startups continuent d'être très attractifs pour eux. Et nous voyons que les petites et moyennes entreprises, les PME et aussi les ETI ont de plus en plus leur faveur. Et ça, c'est nouveau. C'est cohérent car la plupart des entreprises ont aujourd'hui pris conscience que leur pérennité passe par la prise en compte des grands enjeux écologiques et sociaux et ont besoin que les jeunes générations de managers et leaders que nous formons soient porteuses de transformation. Et du coup, il y a la conjugaison des besoins de ces entreprises avec ceux qui cherchent les étudiants, qui est une chose que je trouve très prometteuse pour le futur. Regardons maintenant vers l'avenir. Au-delà du projet Campus 2023 dont vous venez de nous parler, quels sont les grands projets du groupe ESSEC pour les prochaines années? Notre grand projet, je reviens à la première question, c'est vraiment notre raison d'être. Donner du sens au leadership de demain. Nous avons mis en place notre stratégie RISE, qui, si vous me donnez une minute, comporte quelques axes phares pour le développement de l'école. Together, notre démarche de transition écologique et sociale. Le MetaLab, sur les enjeux liés aux données, à l'intelligence artificielle, plus généralement à la technologie, à son utilisation et aux questions de gouvernance et d'éthique, et à comment on peut mettre toujours l'humain au cœur des préoccupations de l'entreprise. Et enfin, Enlightening Entrepreneurship, l'entrepreneuriat qui est clair pour que l'état d'esprit entrepreneurial, le goût de l'innovation et de l'anticipation intègre l'ADN de tous les ESSEC, dans tous les programmes, et peu importe leur champ de spécialisation ou leur domaine dans la vie professionnelle. Et un des projets majeurs autour de ces trois piliers, c'est l'adaptation de tous nos cours fondamentaux pour que 100% des étudiants, et pas seulement les étudiants qui souhaitent spécialiser dans ces sujets, mais 100% de nos étudiants et participants aussi en formation continue, qui passent par les bancs de l'ESSEC, soient formés aux questions liées à la transition, à l'intelligence artificielle, à la transformation numérique et à l'entrepreneuriat. Cette transformation, elle ne concerne pas que nos contenus, elle concerne aussi nos campus, et en premier lieu, celui de Cergy, vous venez de le rappeler, où nous menons le projet Campus 2023, un projet à 40 millions d'euros pour réinventer complètement nos espaces d'enseignement, nos espaces de recherche et de travail avec les entreprises, avec les alumni, mais aussi nos espaces de vie sur le campus, en intégrant les dimensions d'éco-responsabilité, de digital et de travail collaboratif. De même, bien évidemment, à Singapour et au Maroc, nous travaillons pour renforcer notre ancrage local et notre proximité avec les entreprises et les organisations de chaque territoire. Enfin, je n'oublie pas notre 5e campus, le campus numérique augmenté, qui nous a permis de traverser l'année Covid et qui permet de rendre l'expérience ESSEC accessible à tout moment, depuis n'importe où dans le monde, et ça tout au long de la vie. C'est un petit peu l'ESSEC à Tawad. Sortons maintenant de l'école. Selon vous, Vincenzo Vinzi, à quoi ressemblera l'entreprise de demain? Il est certain que la façon dont évolue le travail va avoir un impact important sur les entreprises. Et votre question est fondamentale aussi pour l'ESSEC, parce que nous devons former des nouvelles générations
qui soit bien évidemment pertinente pour ces entreprises. Le futur du travail, c'est celui du travail en lui-même, sous l'effet de l'intelligence artificielle, de la data et plus généralement des technologies, et donc l'évolution des compétences avec tous les investissements que cela demande. Mais aussi, c'est l'évolution de la workforce, l'évolution du capital humain, avec une évolution des types de statuts qui travailleront pour les entreprises, une variété toujours plus grande entre CDI, CDD, freelance et d'autres types de contrats et de relations avec des nouveaux collaborateurs, de leurs attentes, de la demande de sens que j'évoquais il y a quelques minutes et qu'il faudra savoir gérer. Et enfin, la troisième évolution concomitante, c'est celle des lieux de travail, diffratée entre bureaux, domicile et tiers-lieux. La période actuelle nous montre très bien que le digital sera un incontournable dans le rapport à nos journées de travail, qui va aussi impacter la socialisation, les réalisations intermédiaires et donc les modalités de collaboration au sein d'une entreprise pour la résolution de problèmes complexes et les échanges informels qui font partie intégrante de la vie d'une entreprise et participent à sa performance. Ajoutons, pour finir, que les trajectoires professionnelles seront de plus en plus fragmentées, imprévisibles, et par conséquent, les talents qui souhaitaient autrefois progresser de façon linéaire et verticale sont aujourd'hui curieux des chemins de traverse susceptibles de reconversion toujours plus précoces et demandeurs d'organisation de plus en plus horizontale, ainsi que d'un nouvel équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Les entreprises devront gérer cela, être très attentives à la formation tout au long de la vie de tous leurs salariés, quel que soit leur métier, car tous sont susceptibles d'évoluer, à mon avis. Notre entretien va déjà toucher à sa fin. Ça sera donc ma dernière question. L'ESSEC forme les dirigeants de demain. À votre avis, quelles seront les principales qualités d'un dirigeant en 2030, qu'il soit en France ou qu'il travaille dans une toute autre région du monde? C'est une question qui anime notre quotidien. À mon avis, la première qualité d'un dirigeant en 2030, ce sera la capacité à conjuguer savoir-faire et savoir-être. Être un expert dans son domaine n'est pas suffisant. Cela l'est déjà de moins en moins aujourd'hui et cela va l'être de moins en moins dans le futur proche. Il faudra être capable de comprendre les situations pour s'y adapter. Il y aura donc une vraie nécessité pour être agile intellectuellement, mais aussi à savoir faire preuve de résilience, car les crises, qu'elles soient écologiques, sociales, sanitaires, économiques, vont se multiplier. Il faudra sans cesse être capable de se réinventer en tant que personne et en tant que dirigeant pour aller soi-même de l'avant et entraîner les gens avec soi. Pour y parvenir, il est important de mettre l'accent sur l'hybridation des compétences en misant sur la pluridisciplinarité pour casser les îlots entre les savoirs et former des esprits agiles et polyvalents. Ce qu'on fait à l'ESSEC avec les doubles diplômes, avec des institutions comme Centrale Supélec, l'École du Louvre, Berkeley Engineering par exemple, et les business schools ont un vrai besoin d'intensifier la formation aux nouvelles technologies pour que les managers soient capables de les utiliser et de les maîtriser pour en tirer toute la valeur ajoutée. En parallèle, l'évolution de plus en plus rapide des technologies, de la société et du monde en général nécessitera aussi, à mon avis, que les dirigeants, pour finir, suivent des formations tout au long de leur vie professionnelle sur des formats plus courts et spécialisés pour ne pas risquer l'obsolescence des compétences qui va être de plus en plus rapide. Pour finir, je crois que les leaders doivent être des leaders qui soient capables d'éclairer les enjeux de la société, d'impulser, d'initier toutes les révolutions et aussi d'être acteurs du changement et transformés. C'est ça aussi la mission qu'on se donne à l'ESSEC, dans la manière dont les leaders se forment et se transforment chez nous. Un grand merci à vous, Vincenzo Vinzi. Très sincèrement, un entretien qui, j'en suis certaine, intéressera à la fois les étudiants, qu'ils soient de l'ESSEC ou de toute autre formation, et également les professionnels, nos professionnels. Et dans un instant, on retrouve Marie Messager qui va nous dévoiler notre premier coup de cœur culturel. Notre coup de cœur culturel. Walden ou la vie dans les bois de Soro est la chronique d'un ermite, d'un original qui semble désabusé par la société et se réfugie dans la forêt pour vivre seul.
C'est ce que le lecteur croit comprendre lorsque Henry David Thoreau, philosophe américain du 19e siècle, évoque son ascèse et son repli dans le domaine de Walden, dans le Massachusetts. En réalité, il s'agit d'une expérience, celle d'une autarcie délibérée, qui n'empêche pas Thoreau de retrouver ses amis dans le café du village pour participer au commérage. Dans le récit qu'il fait de son expérience, il mêle les aspects techniques très précis et des réflexions philosophiques. Il fait l'éloge des éléments nécessaires et s'agace de tout ce qui paraît artificiel. 2 ans, 2 mois et 2 jours de repli sur soi et d'ouverture sur la nature pour être en communion avec elle. Des passages prolixes mais sublimes sur la faune et la flore locale occupent son ouvrage. Thoreau cultive ses propres légumes et est adepte du végétarisme en refusant de chasser les animaux. Il s'impose par ailleurs une discipline proscrivant alcool, tabac, thé et café. Il incarne donc une forme d'iconoclasme dans son comportement, mais aussi dans ses opinions politiques. Il se prononce contre l'esclavage et pour la désobéissance civile au sujet de l'impôt finançant des causes injustes. Cet ouvrage était utile lors des périodes de confinement qui ont imposé une autarcie aux citoyens. Thoreau fait l'éloge de la solitude, là où elle est régulièrement perçue comme un supplice. Walden ou la vie dans les bois peut se révéler être une soupape, une respiration, même pour les citadins qui peuvent continuer à s'émerveiller des paysages urbains, commencer à cultiver des légumes sur leur balcon ou s'imposer une autodiscipline. Un livre de 389 pages, édité chez Gallmeister. Cette première édition de Café et Chocolat s'achève. En espérant qu'elle vous aura intéressé, nous vous retrouverons avec grand plaisir le 3 juin prochain pour la 2e édition de Café et Chocolat. À bientôt. Café et Chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rêve FM.